Bonsoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bonsoir Stéphane qui réalise ce libre journal. Et comme Stéphane vous l'a indiqué dans son annonce, vous pouvez donc nous envoyer des messages à l'adresse électronique suivante courtoisie@rc.fr. Et ce soir, notre libre journal de la souveraineté aura pour thème géopolitique et état des relations internationales. Et pour nous entretenir de ce thème, je reçois ce soir Roland Lombardi. Bonsoir Roland Lombardi. Bonsoir. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau dans ce studio puisque nous avons déjà réalisé plusieurs émissions ensemble et voici donc une nouvelle édition. Alors Roland Lombardi, vous êtes géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient, vous êtes chargé de cours au département des études moyen-orientales de l'université d'Aix-Marseille 1 et vous enseignez la géopolitique à l'école de commerce La Rochelle Business School. Vous êtes notamment l'auteur chez VA Éditions de Abdel Fattah el-Sisi, le Bonaparte égyptien, livre pour lequel je vous avais reçu, Sommes-nous arrivés à la fin de l'histoire, Poutine d'Arabie, les 30 honteuses, et vous êtes directeur de la publication du site d'information lediplomate.media. Et donc, il suffit de taper sur Google ou un autre moteur de recherche, je ne fais pas de publicité, lediplomate.media, et c'est un accès libre. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce site d'information dont nous allons parler d'ailleurs à travers différents articles qui ont été publiés, donc qui est absolument remarquable en termes de qualité de l'information qu'il fournit à ses lecteurs à travers l'écran, bien entendu. Déjà, merci pour ces compliments, très chaleureux. Écoutez, c'est le Diplomate Média, c'est un jeune média puisque nous avons 10 mois d'existence. Nous fêterons la première année en avril prochain. C'est un média donc d'information, mais surtout un média de géopolitique. Alors, nous l'avons créé avec une équipe d'analystes et de spécialistes et de journalistes aussi, afin de créer un nouveau vecteur d'information plus axé sur les relations internationales, sur la géopolitique, parce que malheureusement, c'est le parent pauvre en France. Cette discipline est un peu le parent pauvre en France. Et alors, certes, il y a de belles et de grandes revues de géopolitique qui traitent de ces questions. Mais on avait remarqué qu'il n'y avait pas... ce sont de très belles revues, très importantes, mais plus académiques. Et donc, nous avons pensé que, notamment pour nos étudiants et puis pour le simple lecteur lambda qui s'intéressait un peu à la géopolitique, de faire en sorte que ça soit des articles abordables. Alors, même si nous faisons un peu de vulgarisation, nous faisons aussi des grosses études, de grosses enquêtes, de gros reportages. Et écoutez, depuis cette presque année d'existence, ça se passe relativement bien. Nous avons de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de contributeurs. Donc nous sommes assez contents du résultat, de bons retours. Nous sommes suivis en France, mais pas que, beaucoup dans le monde arabe, en Afrique, en Europe aussi, et même aux États-Unis, puisque nous avions fait d'ailleurs une rubrique spéciale élections américaines. Et l'actualité nous a donné raison, puisque c'était... voilà, nous allons en parler, hein, c'est une révolution que nous sommes en train de vivre. Et donc, nous sommes très contents et très satisfaits du travail produit jusqu'ici. Et nous essaierons de continuer à satisfaire nos lecteurs qui nous font de très bons retours. Eh bien, écoutez, d'ailleurs, nous allons reparler d'un certain nombre d'articles tout à fait remarquables qui ont été publiés sur lediplomate.media. Alors, Roland Lombardi, vous êtes un spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, expression d'ailleurs qui a plusieurs définitions géographiques, spécialiste aussi du monde arabe. Et couronnant cette vaste ère, la plus conflictuelle de la planète, vous êtes géopolitologue, au sens le plus large du terme, étudiant les relations internationales dans leur ensemble. Et ceci conduit à un ensemble de réflexions à la fois sur l'état présent de cette situation internationale, mais aussi sur le temps long et les permanences de l'histoire. Là, c'est la géopolitique, vocable inventé au XVIIe siècle par Leibniz, mais défini à la fin du XIXe siècle par des théoriciens, dont le Suédois Rudolf Kejlen. Alors, je ne sais pas si ma prononciation est bonne, j'ai un beau-frère suédois, mais je ne maîtrise pas la langue.
Alors, comme l'indique l'un des auteurs du site lediplomate.media, Giuseppe Gagliano, dont nous allons évoquer ses analyses, le terme a été officiellement forgé en 1916-1917, le terme de géopolitique. Et comme vous allez nous l'expliquer, la géopolitique, c'est un rapport de puissance fondé sur la géographie à laquelle sont associés la démographie, le niveau technique, l'économie et d'autres facteurs. Alors longtemps oubliée en France après la Seconde Guerre mondiale, cette discipline connaît un vif regain d'intérêt ces dernières décennies avec les bouleversements dans les rapports de puissance. Certes, il y eut ce mythe de la fin de l'histoire, après la chute de l'URSS, où devait s'imposer à l'ensemble de la planète des valeurs communes de démocratie, d'économie de marché, de droits individuels, sous l'égide des États-Unis, la destinée manifeste d'O'Sullivan. Tout cela est aujourd'hui révolu, et si les États-Unis demeurent la première puissance mondiale, ils ont un nouveau rival, la Chine, probablement plus problématique que ne le fut l'URSS. En 3 décennies, nous sommes ainsi passés de la fin de l'histoire de Francis Fukuyama au piège de Thucydide de Graham Allison. L'analyse géopolitique et ses constantes historiques revêtent donc dans le moment présent toute leur importance. Si j'ai donc insisté dans ces quelques mots sur la géopolitique, c'est que votre site, Roland Lombardi, lediplomate.media, a publié 3 remarquables articles de Giuseppe Gagliano sur 3 pères fondateurs de la géopolitique, l'amiral Mahan, Mackinder et Spikeman. Peut-être nous commenterez-vous aussi cette tribune de Julien Aubert, La fin de l'histoire, où il explique ce qu'incarne Donald Trump, élu pour la seconde fois président des États-Unis. Puis après cette vision générale, je vous propose que nous abordions ces aires de conflit et de tension, le Moyen-Orient, l'Ukraine, Taïwan, et avec Taïwan, la Chine et la relation de celle-ci avec les États-Unis. Enfin, peut-être un mot sur la politique étrangère de la France. Alors, tout d'abord, Roland Lombardi, ces 3 articles tout à fait remarquables de Giuseppe Gagliano sur ces hommes finalement qui ont fondé la géopolitique moderne, l'Américain Mahan, le Britannique Alfred Mackinder, et puis ce Hollandais devenu américain, Spikeman, des hommes qui ont vraiment marqué la géopolitique et dont les œuvres sont toujours d'actualité. Absolument. Bon, déjà pour commencer, pour Mahan, c'est le grand comme vous l'avez souligné, le grand théoricien de la puissance navale. Donc, en fait, il a théorisé ce qu'il avait remarqué en histoire, c'est que durant toute l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'il y a eu des périodes dominées par une puissance, cette puissance était une puissance navale, thalassocratique, comme on dit. Que ça soit Athènes, Rome aussi, et jusqu'à nos jours, hein, bien sûr l'Empire britannique, et même avant l'Empire britannique, la France, qui on l'oublie, avait une très grande marine, et la marine la plus puissante jusqu'en 1789. Qui surpassait celle des Britanniques. Donc lui, il a théorisé tout ça, et c'est toujours d'actualité. Peut-être on en reparlera dans la rivalité sino-américaine. C'est un enjeu majeur d'avoir une puissance navale. C'est la maîtrise des espaces fluides que mon ami historien Heininger a longtemps traité et très bien traité, la maîtrise des espaces fluides. Alors aujourd'hui, ça dépasse les mers, ça dépasse les océans. Dans les espaces fluides, il y a l'Internet, l'espace, etc. Mais c'est une constante, ce qu'on appelle une constante géopolitique. Rapidement aussi, Mackinder, c'est le pilier, alors qui était un Britannique qui avait établi sa théorie pour l'Empire britannique, avant, je crois que c'était 1913, la date exacte. Mais la conférence est 1904. Voilà, c'est beaucoup plus tôt. Et donc lui, il avait théorisé cette stratégie de domination pour l'Empire britannique. Et ce qui est fabuleux, c'est que cette stratégie a été reprise par les Américains. Et encore aujourd'hui, c'est la base de la politique de l'OTAN. Rapidement, en quoi ça consiste ? En fait, il avait décrit ce qu'on appelait le Heartland, c'est-à-dire le cœur du territoire, l'île monde, ce qu'on appelle l'île monde, un territoire qui s'étendait sur l'Europe orientale et une partie, on l'oublie, mais aussi une partie de la Chine du Nord. Donc, à l'époque, c'était déjà l'empire des Tsars. L'empire chinois, qui à l'époque, bien sûr, au début du XXe siècle, était très faible,
Mais dans les constantes historiques, il ne faut jamais négliger, sous-estimer les anciennes civilisations. La preuve en est aujourd'hui. Et donc pour lui, pour pouvoir, pour que l'Empire britannique assoie sa domination et protège sa domination et la perpétue, il fallait contenir ce grand espace. Voilà, donc grosso modo, c'était la stratégie de Mackinder qui, comme je l'ai dit, a été repris, on en reparlera par les Américains. Alors c'est la même, Notamment Brzezinski, on en Brzezinski, parlera Kissinger, voilà. En fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est la même stratégie, sauf qu'il y a eu, bien sûr, selon les époques, selon les adversaires, des adaptations, des mises au point, mais c'est toujours la même stratégie. Contenir cet espace, ce cœur l'Eurasie, en fait, une puissance eurasienne, et parfois la diviser, ça aussi on en reparlera. Et le troisième, c'est Spikeman. C'est Spikeman. Alors lui, il a apporté justement sa touche à la théorie de Mackinder. C'est le containment, c'est le Rimland, c'est le containment de ce grand territoire. Et c'est là aussi, ça confirme la politique américaine qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Alors, il faut rappeler d'abord que Mahan, c'est le premier finalement qui a développé, puisque si le concept a été, ou le vocable a été inventé par Leibniz au XVIIe siècle, il n'a pas été opérationnel avant la fin du XIXe siècle. Et il y a quelque chose de très important dans ces théories, c'est qu'elles sont corrélées avec la révolution industrielle. C'est-à-dire que Mahan, sa théorie de Mahan, parce que les États-Unis, c'est l'archétype même de la thalassocratie, Absolument. entre les deux plus grands océans de la planète, le Pacifique et l'Atlantique. Et ces voies de communication maritime, telles qu'il les voit, elles sont assises sur le navire à vapeur, qui transforme les choses. Et de même, Alfred Mackinder, alors il faut rappeler que il commence, je veux dire, ses premières publications, c'est dans les années 1890, et sa conférence est de 1904. Et c'est à la suite du grand jeu du 19e siècle, mis en lumière notamment par Kipling. Et Mackinder voit justement un bouleversement possible à travers l'avènement du chemin de fer. On y reviendra avec les nouvelles routes de la soie. Et puis, Spikeman, qui meurt prématurément en 1943, c'est lui donc qui met en lumière ce Rimland qui apparaît déjà chez Mackinder. Mais Mackinder, lui, voit le centre. Et pas la périphérie. Rimland, c'est le Rimland de Spikeman, finalement, c'est le moyen de contenir. Absolument. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que celui vraiment qui a développé ce concept de contentment, c'est George Kennan. Et alors, il y a un biographe tout à fait remarquable d'ailleurs de Spikeman, Olivier Zajac, qui dit qu'en fait, Kennan ne s'est pas référé à Spikeman parce qu'en fait, il ne le connaissait pas vraiment et ça serait Mackinder, sa référence. Mais il n'empêche que la notion de Rimland, c'est Spikeman qui l'a... Absolument, oui. Donc, alors, je crois que c'est important de ce que vous avez rappelé, Roland Lombardi, parce que nous allons voir que tout cela est d'actualité. Tout à l'heure, je parlais du grand échiquier de Brzezinski. C'est du Mackinder. C'est ça, c'est absolument Mackinder. ça. Ouais. Alors, donc, vous avez posé les pions, les éléments, finalement, de ce tableau géopolitique qui est aujourd'hui lié au bouleversement auquel on assiste. Et sur le site, donc le diplomate.media, eh bien, j'ai relevé un article tout à fait remarquable de Julien Aubert après l'accession de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Il intitule ça « La fin de l'histoire », puisque Francis Fukuyama, dans les années 1990, avait publié « La fin de l'histoire », avec d'ailleurs, quand on lui livre quelques réserves. Mais là, véritablement, d'après Julien Aubert, c'est la fin de l'histoire. Et ce qui est intéressant, et que vous allez le développer, c'est que pour lui, l'élection de Trump, il ne le voit pas comme une révolution conservatrice, retour en arrière par rapport aux mœurs et autres, mais comme le retour du politique, avec un grand P, et de la gouvernance dont beaucoup s'abreuvaient, c'est-à-dire que des pays encadrés par un certain nombre de règles, de contrôles et autres, dans une vaste économie de marché, eh bien lui, il voit le retour du politique et du gouvernement se substituant à la gouvernance. C'est ça, c'est exactement ça. Alors pour revenir un peu sur la fin de l'histoire aussi, bon,
J'en ai parlé avec mon ami Julien, justement, l'auteur de l'article, mais ça a déjà commencé avant Trump. Hein. Oui, Il y a bien sûr. déjà, il y a Oui, déjà, il y a, il y oui. a déjà 2001, déjà, avec l'affaire du 11 septembre. Là, c'était on va dire, son rival idéologique, entre guillemets, qui était Samuel Huntington, qui lui avait écrit Le choc des le civilisations. choc des D'ailleurs, on y civilisations. reviendra quand on parlera du prochain Moyen-Orient. Voilà, donc lui, il avait été stipendié par les intelligentsia de l'époque, avant le 11 septembre, parce qu'après, on a vu que c'était le retour, justement. Alors, rapidement, la fin de l'histoire, c'était après la chute de l'URSS, c'est la victoire sans appel des États-Unis. Donc, le monde prendrait Et modèle. sans guerre, probablement. Et sans guerre. Et sans guerre. Donc, ça serait, pour lui, c'était l'avènement de l'hyperpuissance américaine, dont le monde entier aurait pris modèle sur un modèle politique, sur la démocratie, l'état de droit, etc., les droits de l'homme. Et voilà, pour lui, en gros, il y aurait une ère de paix qui allait commencer. Une nouvelle Tout le émission. monde se serait fait des bisous et on aurait fait du commerce et il y aurait eu la paix partout. Voilà, donc après, bon, ça a été remis en cause dès 2001. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a encore Fukuyama est une star dans certains milieux et encore aujourd'hui, il fait des interviews justement parce que bon, on essaie de lui rappeler que, notamment depuis la guerre en Ukraine, ses théories elles ont été un peu bousculées. Il y en a encore qui y croient. C'était ce que voulaient entendre les Européens. Donc les Américains bien sûr parce que c'était eux, ils étaient les grands gagnants de la guerre froide, et les Européens c'était vraiment c'était ce qu'ils voulaient vraiment entendre durant cette période avec la construction de l'Europe qui a été fait pour la paix, voilà. Mais c'était de l'idéologie, voilà. C'est les États-Unis, finalement, qui ont permis d'ailleurs l'entrée de la Chine à l'OMC. En 2001, absolument, s'imaginant que finalement. C'est ça, c'est déjà Kissinger qui l'avait ouvert au monde en 72 lorsqu'il avait. Mais dans une vision géopolitique. Absolument, c'était pour diviser, on y reviendra peut-être pour expliquer la stratégie de Trump, parce qu'on y est en plein dedans. Et donc pour revenir à Fukuyama, donc une chose importante aussi, parce que c'était de l'idéologie pure, voilà, donc ça commençait l'ère des idéologues, et avec au pouvoir des gens, des démocrates ou la gauche dans certains pays européens qui cultivaient, qui essayaient de répandre cette idée sur les relations internationales qui était totalement fausse. Parce que voilà, c'était ce que disait d'ailleurs Samuel Huntington. Attention, c'est pas sûr que le monde nous prenne comme modèle. Au contraire, il ne faut pas négliger les différences des civilisations. Il y a eu de grandes civilisations, la civilisation russe, la civilisation chinoise, la civilisation européenne, la civilisation musulmane. Donc ils ne vont pas se laisser faire comme ça. Parce que ce qui est important, il faut savoir que c'est le pouvoir et le règne des néoconservateurs a commencé à cette époque-là. Oui. Parce que les néoconservateurs ont apporté une touche idéologique en plus à la théorie de Fukuyama, c'est-à-dire que si le monde ne nous prend pas comme modèle, ben nous allons l'imposer par la force s'il faut. Voilà, donc là c'est les néoconservateurs et voilà, on a vu les résultats par la suite. Des années 2000, oui. Voilà, donc en gros c'est ça. Et pour revenir à l'article de Julien, c'était oui, mais ça c'est une constance historique, ça c'était évident que à chaque fois qu'il y a eu des mondialisations, à un moment donné, les États y reprennent le contrôle. Et il a très justement souligné qu'avec Trump, c'est un retour au-delà de la révolution sociétale qui est en cours, plus que sociétale, une véritable révolution en profondeur des États-Unis et peut-être de l'Occident. C'est vraiment historique, on y reviendra ça aussi, je pense, là aussi. C'est le retour de l'État, voilà. Sur la finance, la haute finance, le commerce international. C'est un retour. Alors pourtant, lui-même vient du business. Il a des gens comme Musk aujourd'hui qui viennent du grand business, du grand commerce international. Mais malgré tout, c'est vraiment une reprise du contrôle de l'État. Voilà, sur on va dire, cette mondialisation qui a fait plus de mal qu'on ne le pense. Alors, il y a les heureux de la mondialisation, mais il y a aussi les malheureux de la mondialisation, qui sont les électeurs de Trump, notamment. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que donc, vous avez insisté en effet sur l'élection de Donald Trump, mais à vous entendre, et je crois que c'est très important, au-delà de la personnalité de Trump, qui marquera son temps incontestablement, c'est finalement un mouvement qui était inéluctable, c'est-à-dire qu'il y avait en effet ce rêve, cette idéologie, cette illusion, peut-être même cette grande illusion. Ça me fait penser d'ailleurs au livre de Norman Angell de 1910, la grande illusion, la grande illusion. Qui prévoyait aussi que nous acheminions vers un monde de paix et d'entente, et 4 ans plus tard, c'était la guerre.
Et là, par là même, eh bien, nous assistons à un retournement. Et ce que je veux dire, c'est que, en effet, d'après ce que vous dites, au-delà de la personnalité de Donald Trump, c'est un mouvement qui était inéluctable de retour aux États et de retour au rapport de force, au rapport de puissance. Oui, parce que c'est ce qu'on observe dans l'histoire. Après, inéluctable, je sais pas, parce que c'était pas gagné. C'était pas gagné. Alors, Mais comme c'est-à-dire quoi, que dans l'immédiat peut-être, mais oui, mais dans dans le le temps, temps, oui. c'était, oui, il y aurait eu un retour. Il y a toujours un retour du réel, d'ailleurs. Comme Oui. nous vivions dans un monde bourré d'idéologies et de beaux principes. Et bon, on est Surtout les Européens, surtout d'ailleurs. les Occidentaux, que les Occidentaux d'ailleurs. Et, C'est ça le drame. et les Européens, parce Croyants. que Et les Européens, d'autant que plus, croyant que le monde entier pense comme eux, alors que oui, c'est pas du tout le cas. Donc nous nous c'était prenons pour un inévitable. modèle. C'est Hein. ça, c'était inévitable qu'il y ait un retour de bâton. Et on le dit, on était quelques-uns à le dire, quand la réalité vous revient dans la figure comme un boomerang, ça fait toujours très mal. Voilà, voilà, Trump est là. euh, et c'est plus qu'une révolution, c'est vraiment un météore. On le mesure pas encore, je pense. Je pense qu'on le mesure pas. Vous l'avez dit, qu'on l'aime ou pas, hein, mais il est en train de N'importe. rentrer Hein. dans l'histoire. Mm. Parce que, alors déjà, la période que nous connaissions depuis les années 2000 jusqu'à ces derniers mois, c'était déjà une période, ce que j'explique à mes étudiants, c'est une période historique. C'est-à-dire, c'était une période comme on en voit tous les siècles, c'est-à-dire le basculement géopolitique du centre de la gravité. Du centre de gravité qui, là, se faisait en Asie. C'était peut-être, alors là, nous étions dans le piège du Thucydide, justement, pour revenir aux théories géopolitiques, et là, pour le coup, qui date de l'Antiquité, avec la montée en puissance, avec une puissance dominante et la montée en puissance d'une autre puissance. Et là, nous étions en plein dedans, quoi. Voilà. Je vous le disais tout à l'heure en aparté, euh, même si dans le diplomate, d'ailleurs, je remercie encore une fois mes analystes qui avaient senti qu'il y aurait une surprise, que tout le monde, bien sûr, le disait perdant. Harris, ça y est, elle allait faire la différence. Bon, nous sommes restés dans le réalisme. Nous avions déjà des gens sur les terrains. Nous avions des témoignages aux États-Unis. On savait qu'il y avait encore cette vague Trump. Et nous avions prévu tous la victoire de Trump. Peu- Moi-même, personnellement, je l'avais prévu, mais je pensais que ça serait très limite et que ça aurait justement causé des problèmes. Des problèmes peut-être très graves, voilà, avec une contestation des élections, encore une fois, dans la violence. Enfin, voilà, je pensais que ça allait tourner mal. Et là, nous avons tous été étonnés parce que personne vraiment ne l'avait prévu. C'était vraiment cette vague, cette victoire historique et sans appel. Voilà. Et ça, avec ça, ça lui donne une liberté d'action que lui-même, je crois, n'avait même pas imaginé. Et là, c'est doublement historique parce que dans le basculement qui était en cours, et je le dis, si Harris, je vous l'ai dit tout à l'heure en aparté, encore une fois, si Harris avait gagné, nous entrions de plein pied dans le siècle chinois, c'est-à-dire avec, à terme, en 2049, puisque c'est eux-mêmes, les Oui, Chinois, qui l'annoncent, et c'est officiel, ils ne s'en cachent pas. d'être la première puissance Nous économique du serons monde en la 2049. première Oui. puissance économique, Oui. militaire, Oui. mais tout, enfin, Oui. l'hyperpuissance mondiale Mm. en 2049, date de l'anniversaire de la Mm. prise du pouvoir de Mao, qui est annoncée sans complexe par les dirigeants chinois dans tout leur discours. Et donc là, nous y avions, là pour le coup, je pensais que nous avancions inéluctablement vers cela. J'avais écrit un article en 2020, justement après le Covid, et là je disais ça y est, parce que je savais que ça allait coûter la victoire de Trump, que Trump n'aurait été peut-être qu'un petit sursaut de réaction face à la Chine, et que voilà, avec sa défaite, c'était fini, nous allons rentrer. Ça s'est confirmé avec la guerre en Ukraine, je l'ai beaucoup écrit, et j'avais intitulé cet article Entrons-nous dans le siècle chinois en 2020. Et je le dis à mes étudiants, si Harris avait gagné, j'aurais levé le point d'interrogation parce que c'était quasiment sûr. Et puis voilà, Trump est là, le grain de sable. C'est l'histoire, hein, rien n'est écrit dans l'histoire, tout peut arriver. C'est le grain de sable qui enraye parfois la machine. Et alors, je ne dis pas qu'il va y parvenir. J'ai écrit aussi un article au lendemain de sa victoire en le comparant à Justinien, l'empereur Mm. Justinien. Alors, comparaison n'est pas raison, surtout en histoire, mais tout de même, Justinien, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui connaissent peut-être aussi, ou qui ne connaissent pas plutôt, surtout, c'est l'empereur au VIe siècle qui, alors que l'Empire romain Mm. est en train de est en C'est vrai. déclin complet, en train de s'écrouler, il a perdu la partie occidentale, il ne reste plus que la partie orientale. Eh ben, Justinien revient et il rétablit en quelques années les frontières de l'Empire, il rétablit les institutions, il apporte une stabilité, son règne va être assez long. Bon, après, par la suite, il y a eu la peste de Justinien, donc ça pratiquement ne servait à rien, mais pendant presque 60-70 ans, l'Empire romain est redevenu une puissance. C'est un peu, je pense, ce que veut faire Trump,
sans peut-être connaître Justinien. Mais voilà, alors est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas. Encore une fois, rien n'est écrit, mais en tout cas, il en a la volonté et il le démontre. Oui, parce que en effet, nous vivons un bouleversement. Et alors, est-ce qu'on a toujours conscience d'ailleurs de l'importance de ce bouleversement, en ce sens que depuis le XVe siècle, avec les grandes découvertes, c'est le monde européen, élargi le moment venu au monde occidental, qui dominait Qui dominait le monde. la planète, et que même l'URSS, l'ancienne Russie, Mhm. même si elle était, disons, animée depuis 1917 par une autre idéologie, faisait partie Absolument. finalement de cet ensemble. Et souvent, quand j'en parle avec un ami, je cite cette conférence de Bandung de 1955 où émerge le Mhm. tiers-monde et ça va faire 70 ans. Hein. 70 ans. Et 70 ans après, eh ben, ce tiers-monde tel qu'il émergeait, il apparaissait en 1955, a complètement éclaté. Et nous avons un ensemble de pays et Ce qu'on la appelle le Chine étant Sud global, mais qui est mal le nommé. Sud global, Voilà. mais dans ce Mhm. Sud global, nous avons la Chine et les pays d'Extrême-Orient Voilà. qui ont été émergés, qui rivalisent avec maintenant les États-Unis, et puis une autre partie Mhm. qui ne s'est pas développée pour l'instant, qui n'a pas accédé au développement et tout ça. Donc on voit en 70 ans Mhm. toutes je dirais, les bouleversements, et qui aurait cru au moment de Bandung que la Chine serait un rival des États-Unis. Il n'y avait que peut-être Monsieur Perfit. Pardon? Il n'y avait que Oui. Monsieur Perfit. Alors, d'ailleurs, je crois que c'est Napoléon qui le premier. Alors, ouais, il y a un débat Disons. d'historiens. On dit que c'est peut-être une citation apocryphe, Oui. mais bon. Alors, c'est pas forcément faux, en ce sens que avant la révolution industrielle, au XVIIIe siècle, le pays qui s'est le plus développé économiquement, ce fut la Chine. Absolument. Oui, Et c'est pour ça. je pense Et que Napoléon Napoléon avait lu. devait le Et savoir. moi, je pense que c'est pas tout à fait faux. Peut-être c'est pas la bonne formulation, Oui. mais connaissant l'appétit de Napoléon pour les livres, il avait tout lu. D'ailleurs. Je crois qu'il avait dit, hein, là on revient à la géopolitique, il y avait bien sûr de la mégalomanie de la part de Napoléon, mais en fait son objectif c'était quoi? De créer une force eurasiatique avec la Russie. Bon, on va pas rentrer dans les détails sur la fin de l'alliance entre le tsar et Napoléon, causée aussi avec quelques petites piques britanniques, d'ailleurs ça faisait peur aux Britanniques. Voilà. Et aujourd'hui, une alliance de l'Europe avec la Oui. Russie ferait peur aussi, fait Absolument. très peur aux Américains et ferait très peur aux Chinois. Enfin, passons, peut-être on y reviendra. Mais en tout cas, oui, déjà au XVIIIe siècle, la Chine, qui a, encore une fois, je le répète, une grande civilisation, hein, à l'époque, sous l'Antiquité, c'était la Rome de l'Asie, hein, c'était un empire, et déjà elle a entamé sa révolution démographique. Il y avait déjà 200 millions d'habitants en Chine, et connaissant mais la elle a loi raté la révolution industrielle. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça me fait penser justement, en parlant de révolution industrielle, c'est que, pour souligner ce que vous dites, c'est que nous sommes vraiment dans un bouleversement historique. Alors parce qu'il y a cette révolution de basculement, de savoir si la Chine l'avènement de la puissance chinoise dans 25 ans allait être la fin d'une hégémonie de 5 siècles occidentale sur le monde. Dans cette révolution arrive maintenant une nouvelle révolution, Trump, de savoir si ça va se passer ou pas. Donc c'est ça qui est passionnant. Et aussi ce que vous avez soulevé tout à l'heure, et je voulais pas vous couper, mais c'est très important, c'est la révolution numérique. Voilà. Et ça aussi, alors on en parle beaucoup aujourd'hui avec l'IA, les robots, tout ça, mais c'est aussi, il y a beaucoup de liens avec l'élection de Trump. On l'a dit tout à l'heure. On s'est aperçu que grâce à cette révolution numérique, et justement tous les basculements géopolitiques, tous les siècles, s'accompagnent d'une révolution. Ça a été au XVIe siècle l'imprimerie, la révolution industrielle dont vous avez parlé à l'époque britannique, à la rivalité anglo-française, et aujourd'hui c'est la révolution numérique. Et c'est très important. Pourquoi aussi? Alors dans plein de domaines, l'IA, voilà, la robotique, la haute technologie, l'espace, mais aussi de nos sociétés. Et on peut revenir, on peut discuter sur l'élection de Trump. Grâce à cette révolution, grâce ou à cause pour certains, cette révolution numérique, la majorité des Américains qui ont voté pour Trump, et les études sont en cours, je pense, est révélatrice parce que ces Américains n'ont pas suivi les médias mainstream.
Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire les pouvoirs en place, et pas que les pays autoritaires, hein, les pays, on le voit, les pays européens, les pays progressistes, dirigés majoritairement par des gouvernements progressistes, prennent peur. Pourquoi? Parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils perdent le pouvoir sur l'information. Et l'information, c'est le pouvoir. Et là, voilà, alors, encore une fois, Internet, il y a le plus horrible comme le meilleur. Mais en tout cas, ça a montré aussi que les peuples s'informent autrement que par le discours officiel. Et ça, c'est une révolution voilà, qu'on n'avait pas prévue, surtout que les dirigeants européens n'avaient pas prévu. Et là, ce qui est quand même fantastique, c'est que Trump arrive, fait des décrets pour stopper toute forme de censure. Et nous, en Europe, à cause de cette élection, hein, on le voit avec les attaques sur X qui appartient à Musk, on veut imposer des censures partout. Donc, c'est ça qui fait... D'ailleurs, très naïf, parce que on ne réussit jamais mais bien sûr, mais bien sûr. les réactions défensives. Donc voilà, ils sont tous dans l'affolement. Ben voilà, et ce qui est passionnant, voilà, c'est passionnant cette période, parce que c'est vraiment historique, et nous sommes en plein dedans, nous sommes les témoins de cette Donc oui, on assiste à ce bouleversement. Un bouleversement. Merci Stéphane, un bouleversement tout à fait considérable. D'ailleurs, évidemment, vous parlez de révolution numérique. Ce bouleversement a commencé en effet avec la révolution industrielle, puisqu'on dit que la géopolitique, telle qu'elle est apparue à la fin du 19e siècle, est liée quand même à la révolution industrielle, et que finalement, on parle beaucoup de la révolution française, mais je crois que la révolution industrielle, c'est vraiment un bouleversement dans l'histoire de l'humanité, donc le numérique, puisque c'est la force... comme l'a été avant l'imprimerie. Comme elle a été avant l'imprimerie, mais c'est presque encore plus fort que l'imprimerie, parce que là, c'est la substitution à la force humaine et animale de la force mécanique, avec plusieurs séquences, et nous sommes arrivés en effet à la séquence du numérique, à l'intelligence artificielle, à la robotisation. Donc c'est vrai qu'on assiste à un phénomène qui s'amplifie avec le temps, pour lequel malheureusement aujourd'hui les Européens, nous en reparlerons, mais sont quelque peu à la traîne. Mais si je peux me permettre rapidement, c'est que par rapport à ce que vous dites, qui est très juste, cette révolution numérique, alors certes, elle ressemble beaucoup à la révolution industrielle, mais elle me fait beaucoup plus penser à la révolution, justement, j'en parle beaucoup, de l'imprimerie, parce que là, c'est l'accès à la connaissance, et on a vu tous les bouleversements que ça a causé, et c'est un peu des deux, donc c'est pour ça que c'est vraiment de toute façon, remarquable. On n'a pas basculé, le monde et l'Europe n'ont pas basculé tout d'un coup dans la... Non, c'est très progressif. C'est toute une évolution des temps modernes, en effet, de la Renaissance, la découverte de l'imprimerie, jusqu'à, en effet, ce 19e siècle. Alors, j'ai un message d'un auditeur que m'a amené Stéphane, qui réalise cette émission. Mahana a publié son essai « The Influence of Sea Power Upon History ». Je vous prie de m'excuser, chers auditeurs, mais je n'ai pas un accent anglais tout à fait impeccable, loin s'en faut, de lequel il reprend les réflexions de Walter Raleigh en 1890, citant Walter Raleigh, il dit que le contrôle des océans assure le contrôle des richesses du monde, et donc la puissance hégémonique. Il va compléter son analyse et définir une stratégie d'isolement des puissances continentales dans ce problème of Asia en 1900. D'autres éléments sont apportés, mais enfin, je remercie beaucoup cet auditeur de ce message et de ces précisions. Et j'invite nos auditeurs donc à se rapporter aux médias Le Diplomate en ligne. Merci. Et il y a, entre autres, mais ces 3 articles de Giuseppe Gagliano sur ces 3 auteurs, Mahan, Mackinder. Je lui avais justement dit de faire quelques fiches pour mes étudiants, justement, parce que nous sommes en plein dedans, dans les cours de géopolitique. Donc, c'était très apprécié. Et ce sont des articles, vraiment, ces 3 articles qui sont très bien faits, parce que vous intéressez, et pour cause, beaucoup à la géopolitique. Il y a beaucoup de livres qui sont parus sur le sujet, mais ce sont vraiment d'excellents articles. Alors là, nous avons brossé un tableau d'ensemble, à la fois de l'historique et de la situation présente avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis. C'est-à-dire, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il est le second après Cleveland d'avoir été élu une seconde fois, ce qui explique qu'il a été 45e et 47e président des États-Unis. Ça, c'est une particularité américaine. Avec un comeback digne d'un film hollywoodien. Exactement. Et que les Américains apprécient beaucoup. Alors, au-delà donc de cette vision générale, il y a 3, il y en a plus certainement, mais il y a 3 aires, si j'ose dire, à IRES, qui suscitent notre attention.
par rapport justement aux conflits et aux tensions. Et le premier d'entre eux, c'est Proche et Moyen-Orient. Alors je sais qu'il y a plusieurs définitions, on ne va pas entrer dans les détails. En fait, il y a, la vision française, c'est plutôt le Proche-Orient, le Levant. La vision britannique, c'est Middle East. Bon, mais on ne va pas entrer dans ces... tout le monde voit l'ère géographique que cela concerne. Alors, situation au Proche et Moyen-Orient, euh, le conflit entre Israël et le monde arabe dure depuis fort longtemps, avant même la création d'Israël. Enfin, pratiquement les premières tensions ont éclaté au début du XXe siècle. Là, ces derniers temps, donc, il y a eu ce pogrom, ce massacre du 7 octobre 2023, qui a localement bouleversé la géopolitique régionale, hein, je crois. Ah oui, oui, ça a été, là aussi, pour le coup, ça a été, après la razzia pogrom du 7 octobre 2023, il s'est passé une année de conflit assez violent. euh, et aujourd'hui, avec le recul, après un peu plus d'un an, on voit que ça a complètement modifié les cartes. Ça a rétabli Israël est redevenu le point géopolitique crucial au Moyen-Orient. Il a quasi éliminé ses adversaires, ou du moins les a affaiblis grandement. Le Hamas, je pense que ses jours sont comptés. Le Hezbollah très affaibli au Liban et ailleurs, en Syrie, et on a vu les conséquences, peut-être on en reparlera Oui, tout à fait, aussi. c'est très Et important. l'Iran qui a aussi qui a été quasiment humilié aussi, hein, qui n'a pas pu répondre aux diverses attaques sur son propre territoire d'Israël. Alors oui, il y a eu deux répliques très téléphonées d'ailleurs entre Israéliens et Iraniens, mais qui a démontré qu'il ne pouvait pas rivaliser avec Israël et la haute technologie de son armée. Euh, alors certes, d'un point de vue, c'est vrai que c'est un bon côté d'avoir éliminé certains groupes terroristes qu'on idéalise hein, malgré tout en Occident. Ici, c'est quand même assez grave, comme le Hamas ou le Hezbollah, mais qui sont, il faut pas l'oublier, des mouvements terroristes. Le problème, c'est que, et Israël peut-être n'avait pas prévu ça, c'est que ça affaiblirait le régime d'Assad, puisque Assad devait sa victoire sur la guerre civile, sur la guerre civile qui avait duré 10 ans, grâce au soutien du Hezbollah, de l'Iran et de la Russie, bien sûr. Et vu que le Hezbollah était très affaibli et l'Iran aussi, et qui était pris par son conflit larvé avec Israël, n'a pas pu protéger plus que ça le régime d'Assad. Et c'était surtout la Russie qui, elle, était occupée en Ukraine, qui n'a pas pu... D'ailleurs, je l'ai écrit, je suis intervenu sur plusieurs médias pour le dire. Je pense que c'était délibéré de la part des Alliés. L'offensive des djihadistes de l'enclave d'Idlib était sous les ordres d'Erdogan, et Erdogan lui-même fait partie de l'OTAN. Et je pense que si cette offensive a eu lieu, ça ne s'est pas fait sans l'aval des Turcs, qui lui-même ne l'aurait pas fait sans l'aval des Américains. Pourquoi l'administration américaine Biden, y voyant un moyen peut-être de fixer l'armée russe en Syrie, pensant que les Russes allaient s'acharner à défendre Assad, et donc créant deux fronts pour l'affaiblir en Ukraine, alors que parallèlement à ce qui se passait en Syrie, la Russie était en train de reprendre du poil de la bête en Ukraine, donc il fallait l'affaiblir. Sauf que ça n'a pas marché, les Russes ne sont pas tombés dans le piège. Ils savaient pertinemment qu'ils ne pouvaient pas s'affaiblir en restant, s'enquistant en Syrie. Ils ont abandonné Assad. Certes, c'est un gros coup pour la Russie. Il ne faut pas sous-estimer quand même que c'est un gros coup, la Alors, Syrie. ils essayent de se replier en Libye, si j'ose dire. Et Oui, c'est déjà fait. oui, Au oui, Soudan aussi, oui, oui. ça accélère les nouvelles bases au Soudan, en Libye, peut-être en Algérie aussi. Les négociations sont en cours. Même avec la Turquie, peut-être, bon, c'est plus d'actualité, mais peut-être garderont-ils peut-être pas toutes les bases en Syrie, mais enfin, en tout cas, c'est un pourparler. Et ça, les Israéliens, alors parce que là aussi, beaucoup de complotistes ont dit que c'était un coup d'Israélien, non, pas du tout. Les Israéliens n'ont jamais voulu qu'Assad tombe. C'était aussi paradoxal que ça puisse paraître, mais bon, c'est la complexité du C'est Moyen-Orient. la complexité et la conséquence. À partir Voilà. du moment,
il y a toujours, forcément, quand on entame des opérations, ils ont incontestablement affaibli Je plus pense qu'ils qu'affaibli avaient, le Hamas. ils avaient Ils ont surestimé le affaibli le régime. Hezbollah, ils ne pouvaient pas Voilà. faire autrement. Ouais. Mais c'est la chaîne à ce moment-là C'est qui ça. tombait. Hein. C'est l'arc chiite qui tombait. Et c'est vrai que Assad était complètement à découvert. Je C'est pense ça. qu'il n'y a pas de Ah oui, oui. complot Et derrière de la part des non, Israéliens. et j'en veux pour preuve, c'est que dès l'accession du pouvoir de Jolani à Damas, quelques heures après, Israël a bombardé tous les sites Oui. militaires, la totalité des avions syriens, peut-être même avec les informations des Russes, ou voire peut-être même du clan Assad. Ça, c'est le Moyen-Orient. Hein. Du clan Assad, c'est possible. Oui, Hein, c'est vrai. absolument. Du clan Et Assad, même des Russes. Donc, voilà. Donc, en tout cas, c'est la Syrie. On n'a peut-être pas le temps d'y revenir, mais je pense que c'est tout le monde là s'enorgueillit grâce aux spin docteurs américains, sûrement américains, qui sont autour de Joulani pour nous le présenter encore une fois comme un islamiste modéré. Oui. Et là, j'ai vu que notre président l'avait invité à Paris. Enfin, oui, voilà, c'est parce quand qu'il même a- pitoyable. Il y a quand même le personnage d'un sacré curriculum vitae, si j'ose dire. Ah oui, mais en tout cas, voilà, moi je suis pas du tout optimiste. Je pense que la Syrie va connaître des heures sombres malgré tout. Voilà, c'est encore un autre sujet d'achoppement. En tout cas, pour revenir sur Israël, donc Israël redevient le pivot géopolitique de la région. Et là, justement, avec l'arrivée de Trump. Alors là, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites. On dit que Trump est pro-israélien, Non, on l'a vu d'ailleurs, il a imposé un cessez-le-feu, parce que là aussi on a dit beaucoup de bêtises, on a dit que c'était l'administration. Il n'était même pas encore en place, il n'avait même pas été fait l'intronisation, mais c'est pas du tout l'administration Biden qui était à l'origine du cessez-le-feu, ce sont les émissaires de Trump qui ont activé justement, qui ont plus d'emprise sur Netanyahou, parce que ça on l'oublie. Netanyahou, il a démontré, les Américains n'avaient aucune prise, l'administration de Biden n'avait aucune prise sur lui, il a fait ce qu'il a voulu pendant une année. Et sauf qu'avec Trump, c'est pas la même chose, et il le sait très bien, mais nous l'avions vu en 2016, en 2018, lors des accords d'Abraham notamment. On oublie que Trump avait mis beaucoup de pression sur Netanyahou pour signer ces accords, parce que là, il ne faut pas oublier que même dans le big deal de Trump, à l'époque, il va redevenir d'actualité, on va le voir avec Gaza, la droite israélienne avait refusé, la droite et l'extrême droite israélienne avaient refusé le plan de Trump. Et donc Netanyahou était en position délicate. Et malgré tout, Trump était parvenu, parce que bon, Trump... il ne faut pas l'oublier, c'est un businessman. En gros, je caricature peut-être, mais il y a dit les cadeaux que je te fais, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, ce que tous les présidents américains avaient promis qu'ils n'ont jamais fait, les sanctions, les nouvelles sanctions contre l'Iran, tout ça, c'est pas cadeau. Ce ne sont pas des cadeaux. Donc moi, en échange, je veux le retour à la paix, et ça, il va réitérer cette opération-là. On le voit. Hein. Alors, par des déclarations fracassantes, tout le monde se moque, mais il ne faut jamais sous-estimer les personnes en géopolitique, on va voir. En tout cas, il a prouvé en 2016, entre 2016 et 2020. En tout cas, et là, on peut de nouveau élargir le focus géopolitique, parce que pourquoi il veut arrêter la guerre en Ukraine, on y reviendra. Pourquoi il veut la paix au Moyen-Orient, parce que pour se tourner pour se concentrer sur son grand rival chinois. Voilà, c'est ça, c'est son objectif principal. Sachant que la Chine, peut-être un peu discrètement, mais néanmoins, tout le monde est au courant, a pénétré cette région, hein, puisque même... les achats de pétrole auprès des pays du Golfe Persique se font en yuan, en monnaie locale chinoise. Mais pour revenir donc à Elle a même peut-être joué un rôle plus important qu'on ne le pense dans le non-embrasement de la région. Parce que, comme vous le dites si bien, la Chine est le premier client pour le pétrole de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, qui viennent de rentrer dans les BRICS d'ailleurs. Et d'après quelques sources que nous avons, il est certain que les diplomates, quand il y avait des tensions qui montaient presque à leur paroxysme, je pense que la diplomatie chinoise, qui est discrète mais très efficace, a dû laisser passer le message à la fois chez les Iraniens, les Saoudiens et surtout même les Israéliens, avec qui ils ont de très bons rapports. Oui. Les gars, moi je veux pas les Chinois n'avaient aucun intérêt, parce qu'ils achètent d'une part l'hydrocarbure qui est leur dans la région, et d'autre part la voie d'acheminement, la route maritime de la Chine vers l'Europe, puisque l'Europe c'est quand même le principal client commercial de la Chine, passe par la mer Rouge. Absolument. Donc, et rappelons que le Golfe Persique était au débouché de l'océan Indien. Personne n'avait intérêt à un embrasement, ni les Israéliens, ni les Iraniens, et d'autant plus les Iraniens.
Les Oui. Chinois, pardon, à cause justement de Alors, l'hydrocarbure, des justement, hydrocarbures. donc, cette carte du Moyen-Orient a été bouleversée, puisque depuis quelques décennies, et surtout les 15-20 dernières années, l'Iran devenait un acteur majeur de la région. Et il y avait ce fameux arc chiite. Arc-Chid, qui D'ailleurs, est- je crois que l'expression provient du roi de Jordanie c'est ça. à l'époque, hein, et que cet arc, aujourd'hui, il s'est effondré. Ah oui, oui. Et incontestablement, il s'est effondré. Alors, avant de reparler du sort de Gaza, donc Trump avait réussi ses accords d'Abraham. Euh, L'Arabie saoudite n'y avait pas souscrit. Pas Elle, encore. pardon, Ils avaient repoussé, ils mais avaient repoussé. Ils avaient, je dirais, ils s'étaient pas rapprochés, mais enfin conclu par l'intermédiaire des Chinois un accord avec l'Iran. mhm, L'Iran maintenant est très affaibli. mhm. Alors, comment la situation va-t-elle évoluer par rapport à l'Arabie saoudite, ses relations avec Israël et derrière l'ensemble du monde arabe, sachant qu'on en parlera tout à l'heure, on en parlait un peu avant l'émission, le fait que Donald Trump rencontre Vladimir Poutine en Arabie saoudite n'est pas un hasard. Bon, Absolument pas. c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, comment les choses, en effet, dans cette région peuvent évoluer avec, en effet, ce qui est pour l'instant pratiquement une victoire d'Israël par rapport au Hamas, même s'il n'est pas éliminé, et quelle peut être, en effet, la réaction des Saoudiens vis-à-vis d'Israël. Pour l'instant, en effet, ils n'avaient pas adhéré aux accords d'Abraham. Alors, Mhm. qu'est-ce qui... Je pense. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a c'est beaucoup quoi? de choses à dire. Oui, oui. Euh, Le problème, on en avait déjà parlé ensemble durant les précédentes émissions. Le problème de cette région, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, qu'ils soient arabes ou israéliens, qui n'avaient pas intérêt à la paix. Euh, Parce que pour eux, c'est un business, la Mm. guerre. S'il n'y a plus le Hamas, il n'y a plus d'extrême droite israélienne. Et s'il n'y a plus d'Israël, il y a plus de Hamas. S'il y a la paix, il n'y a plus de Hamas. Voilà. Donc, c'est un fonds de commerce politique, mais surtout financier. Un fonds de commerce financier, et je pense que, pour aller vite, hein, que Trump va réitérer la même stratégie qui a toujours porté ses fruits avec lui. C'est un businessman, il sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent, et toute guerre est entretenue par l'argent, hein, il n'y a pas de secret, et donc il va réactiver ce que j'ai appelé la jurisprudence Capone, c'est-à-dire pour imposer ses vues, pour imposer ses stratégies, il va taper au portefeuille. Que ce soit les organisations arabes ou les pays arabes, mais aussi Israël, ne l'oublions pas. Lorsqu'il a imposé les accords d'Abraham, il y avait une spécificité sur Israël. Netanyahou était très embêté par rapport justement à son électorat de droite et d'extrême droite, sur la Cisjordanie. Et il y avait un coup de pression de Trump au portefeuille en disant moi je bloque les F-35 par exemple. Donc ça avait marché. Et, et on l'avait vu déjà à l'époque, en 2016-2020, il n'y avait pas eu de conflit au Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que Trump avait tapé au portefeuille. Ça, on l'oublie. Alors ça avait choqué en Europe toutes les aides de l'UNRWA, qui pour le coup par la suite on a vu C'est rendu où allait l'argent. célèbre, tristement célèbre, Voilà. si j'ose dire. Toutes ces aides avaient été coupées parce Mm. qu'il avait dit ok, vous voulez pas faire la paix, c'est normal, on négocie, on est en phase de négociation, mais moi je coupe toute aide. Mm. Et je vous l'avais dit, je pense la dernière fois qu'on s'était vu, s'il avait été élu en 2020, en avril 2021, il y aurait eu un accord israélo-palestinien Mm. avec deux États. Ça aussi, on l'oublie parce que le protocole de paix proposé par Trump, tout le monde s'en est moqué. Personne ne l'a lu. Il fait 180 pages, mais c'était le plus sérieux depuis des années. Et je pense qu'il va être réactivé. En fait, c'était le plan saoudien réactualisé, le plan saoudien de 2002 réactualisé et modernisé. Et là, pour le coup, avec la nouvelle donne géopolitique, je pense que c'est ce qui va pouvoir relancer. Il va pouvoir y arriver parce qu'il va taper encore une fois au Mm. portefeuille. Voilà. C'est pour ça que beaucoup tremblent là. L'Iran aussi.
Pourquoi l'Iran avait été revigoré D'ailleurs, il avait été très content de la défaite de Trump en 2020 et il a été revigoré. Pourquoi? Parce qu'on l'oublie souvent, mais l'administration Biden, pour faire bonne figure et espérer revoir l'Iran rentrer dans un accord nucléaire, ne connaissant pas du tout la région, on voit que l'idéologie apporte beaucoup d'œillères aux soi-disant spécialistes, avait levé discrètement des sanctions qui visaient les dirigeants iraniens. Voilà, parce qu'on dit les sanctions, ça marche pas. Oui, ça marche pas, mais quand on tape les dirigeants, ça marche. Et d'ailleurs, l'Iran n'était plus en capacité, en janvier 2020, de payer le Hezbollah, de payer certaines milices en Irak. Trump avait placé les Houthis, eux aussi se sont rendus tristement célèbres depuis, sur la liste des organisations terroristes. Et lorsque vous êtes une organisation terroriste, que vous êtes classé sur la liste américaine, en principe, les autres pays suivent. Et surtout, vous ne pouvez plus avoir d'aide financière internationale. Regardez Idlib, nous avons financé Joulani. Tous les spécialistes vous le diront, ce sont les aides européennes qui ont fait que Joulani, alors certes, il a... Je rappelle qu'il y a le nouveau dirigeant syrien sous un autre nom. Voilà, sous un autre nom. Mais en tout cas, voilà, ce sont ces aides-là qui financent la guerre, en fait, quelque part. Et voilà, Trump, ça choque beaucoup de monde, mais lui, il va sûrement... réitérer cette stratégie, taper au portefeuille et faire pression sur le portefeuille du côté israélien comme du côté arabe pour imposer une paix, pour imposer des accords locaux afin qu'encore une fois qu'il puisse se tourner sereinement en Asie, qui est le plus important pour lui, et pas perdre son temps ni son argent dans cette région. Il a dit en plus, il a dit dans toutes ses interviews, et c'est exactement le même problème pour l'Ukraine, on y reviendra. Lorsqu'il est arrivé en 2016, il a demandé un audit à ses spécialistes pour savoir combien avaient coûté les guerres américaines de 1990 à 2016. Personne ne savait, il leur a donné 24 heures, ils sont revenus, ça avait coûté durant ces trentaine d'années entre 5 000 et 10 000 milliards de dollars. Donc lui, c'est un businessman, il avait pris une feuille. Il avait pris une feuille, perte et profit, 10 000 milliards de dollars, 10 000 milliards de dollars. Et profit, le terrorisme, ça, donc on arrête tout. Voilà, donc ça a été sa politique et qui avait bien marché parce que pendant 4 ans, il n'y a pas eu de conflit majeur. Quelques lancers de roquettes, mais pas plus, parce que quand vous lancez des roquettes, il faut prévoir de les reconstruire après ou d'en racheter d'autres. Mais quand vous avez plus les aides internationales que vous détournez, vous ne pouvez plus les racheter ou les reconstruire. Alors, je vais laisser Stéphane nous passer le bobino et puis nous allons reprendre, bien entendu, avec Roland Lombardi, cet entretien extrêmement riche. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 €? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris et vous verrez. Vous vous sentirez mieux. 23 heures. Ah, d'accord. Merci Stéphane. Alors avant de quitter ce Proche et Moyen-Orient, donc vous aviez parlé très justement, Roland Lombardi, de cette solution à 2 États. Encore faudrait-il définir ce que peut être un État palestinien, sous quelle forme politique, sachant que nous avons parlé de la géopolitique, des rapports de puissance et dans l'entretien, vous avez cité Samuel Huntington et autant l'Ukraine, c'est vraiment, nous allons en reparler de la pure géopolitique, autant au Proche et Moyen-Orient, vous avez à la fois de la géopolitique, mais il ne faut pas se le cacher, vous avez aussi un choc de civilisation. Et la question qui se pose aujourd'hui, après les événements du 7 octobre 2023, comment peut-on éventuellement envisager une solution à 2 États, solution où, bien évidemment, pour qu'Israël l'accepte et les États-Unis aussi, au-delà du Hamas, les mouvements islamistes seraient, je dirais, mis hors du champ. Le problème, c'est on revient sur la Syrie. L'affaire syrienne va redonner un semblant de vigueur, puisque ça va, c'est devenu, c'est pas que ça va donner, c'est redevenu le modèle pour tous les mouvements islamistes en disant, voyez, nous avons le temps pour nous. C'est la stratégie de la taquilla. Nous avons le temps pour nous. Stratégie des frères musulmans. Hein. Absolument, d'ailleurs. Voilà, c'est Erdogan qui est derrière le président syrien actuel.
Donc ça, c'est un petit bémol, parce que jusqu'à présent, l'islamisme, il n'y avait plus que le Qatar et la Turquie qui le soutenaient. Tous les autres pays avaient combattu notamment les frères musulmans, même le salafisme. Hein. On en avait parlé la dernière fois lors de notre dernière émission. Mohammed bin Salman a lui aussi, dans son pays et dans la région, conduit une véritable révolution en combattant le salafisme et le financement du salafisme. On oublie de le dire. Donc là, ça devient problématique. Il y a la nouvelle équation avec la Syrie, bon, ça on verra, mais en tout cas, pour aller rapidement, parce que c'est vraiment un sujet très complexe et très vaste, l'opportunité de Trump, c'est que là, il y a quelqu'un qui va taper du poing sur la table et qui va encore une fois taper au portefeuille. Parce que qu'on le veuille ou non, vous pouvez être le plus grand fanatique, s'il n'y a pas le nerf de la guerre, vous tenez pas longtemps. Hein. On l'a vu avec les terrorismes des années 70-80 financés par le KGB, qui étaient de terribles et très professionnels terroristes financés par le KGB. Carlos, tous les mouvements terroristes de l'époque, une fois que l'URSS était tombé et qu'il n'y avait plus de financement, ils se sont écroulés. Bon, là, il y a le facteur idéologique avec l'islamisme, mais bon, c'est très marxiste ce que je dis, mais ça s'avère juste. D'ailleurs, il faut voir les comptes en banque des dirigeants du Hamas. Hein, voilà. Paraît-il. C'est pas paraît-il, c'est prouvé maintenant. Ils sont bien garnis. Ils sont bien garnis. Donc, à partir du moment où il y aura une volonté pour couper les subsides de certaines organisations, c'est pour ça que le Qatar est fébrile là, hein, parce qu'il faut rappeler que à l'époque du premier mandat de Trump, il avait été mis sous pression par Trump via l'Arabie Saoudite parce qu'il soutenait les mouvements islamistes. Là aussi, on a dit beaucoup de bêtises entre les rapports avec Trump et Erdogan. Trump n'apprécie pas du tout Erdogan. Donc, pour lui, c'est un islamiste. Il est très basique, Trump. Hein. Donc, lui, il ne fait pas de distinction. Étant basique, il sait pertinemment qu'il n'y a pas d'islam modéré, donc lui, ça lui plaît pas trop. Donc je ne sais pas comment ça va, parce que là, justement, la Turquie est revenue en force au Moyen-Orient. Sauf que ça ne fait pas plaisir aux Iraniens, mais ça ne fait pas plaisir non plus aux Saoudiens et ni aux Israéliens. Donc on va voir comment ça va se jouer, notamment en Syrie. Mais en tout cas, il va y avoir cette volonté américaine de mettre tout le monde au pas, encore une fois, par l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre. Et puis, vous savez, c'est Charles Quint qui le disait, les incorruptibles, ça n'existe pas, hein, ils sont juste un peu plus chers que les autres. Donc, c'est exactement ça, ce que nous avons. Le problème de cette région, c'est ça, c'est que une fois qu'on aura éliminé, entre guillemets, ou écarté les gens qui profitent de la guerre et qui ne veulent pas de paix pour leur propre compte personnel, politique ou pécunier, on aura réglé une bonne partie des choses, quoi. Alors, malheureusement, le temps nous presse, si j'ose dire, et nous allons faire un voyage assez long, aller du Proche Moyen-Orient jusqu'en Europe centrale, l'Ukraine, hein, ou Europe orientale, je vous prie de m'excuser. Alors, Ukraine, ça, il fallait s'y attendre avec l'élection de Donald Trump. Il s'était promis de régler le conflit ukrainien. Alors bon, il avait parlé de 24 heures, mais enfin bon, c'était, si j'ose dire, une expression. Mais il va rencontrer donc en Arabie Saoudite Vladimir Poutine pour essayer de trouver une solution à ce conflit. Alors il faut remarquer quand même que sur le plan militaire, même si les Russes progressent, enfin c'est un conflit qui ressemble, et là aussi j'ai un ami qui commentait bien l'affaire, qui ressemble à 1915 hein, sur le front européen, parce que les avances ne sont pas considérables. Hein. C'est pas la grande percée. Hein. Mais néanmoins, donc c'est grâce à l'OTAN. Grâce à l'OTAN, hein, tout à fait. Mais comme vous dites très bien, donc Donald Trump a un objectif, c'est la Chine, et qu'il veut mettre un terme à ce conflit, sachant en effet que quand on relit Brzezinski, Le Grand Échiquier, on comprend aussi les erreurs politiques des États-Unis, puisque le principe de Kissinger, comme le rappelait très bien, c'était dissocier pour toujours régner. Diviser Pékin Tandis que là, Brzezinski écrivait qu'il fallait dissocier de l'Ukraine, mais en même temps, il rapprochait, c'est le moins qu'on puisse dire, la Russie de la Chine. Hein. Donc,
comment va évoluer, Roland Lombardi, ce conflit ukrainien et quel est l'objectif poursuivi par Donald Trump? Alors, si je peux me permettre, un rapide retour Permettez-vous, hein, historique permettez-vous. rapide, et on va reparler de Mackinder, parce que voilà, Oui, en fait, Mackinder, il discernait, donc, je le rappelle, qui était un géographe britannique, donc pour l'Empire britannique, ou bon, pour l'île anglaise, donc, le danger, c'était que les grands rivaux potentiels géopolitiques de l'époque, mais là aussi, c'est des constantes historiques et géopolitiques, c'était donc la puissance russe, l'Empire russe, nous sommes au 19e siècle, hein, ou à la fin du oui, 19e oui. siècle, l'Empire russe, éventuellement une résurgence de la puissance chinoise Et et puis une puissance continentale européenne. l'Allemagne, hein, c'était la peur de L'Allemagne ou la l'Allemagne. France, Ou la France, à une oui, époque. Bon, voilà. Et voilà. Donc, je vous avais trois blocs. Les Américains ayant repris cette stratégie, donc il faut se mettre à la place des Américains, vous avez un bloc, l'Europe occidentale, la Russie et la Chine. Ça, c'est les constantes historiques. Donc, après, l'OTAN a repris. Donc, le but, c'était de protéger l'Europe, de la soumettre, hein, de la vassaliser, parce qu'en quelque sorte, nous sommes vassalisés depuis 1945. L'Europe occidentale est vassalisée aux États-Unis, il ne faut pas se leurrer. Et contrer le principal adversaire de l'époque, qui était l'URSS. Voilà. Et là, la Chine est encore en sommeil. Et là, donc, pour contrer éviter que l'URSS envahissent, et là pour le coup c'était dans tous les plans de l'Institut Frunze, hein. Le but c'était d'envahir l'Europe de l'Ouest pour créer justement cette puissance eurasienne qui faisait tant peur aux Britanniques et qui faisait peur aux Américains. Là pour le coup c'était plus une Europe napoléonienne ou une Europe nazie, ça aurait été une Europe soviétique, une puissance eurasienne soviétique. Donc il fallait toujours donc, protéger l'Europe de l'Ouest d'une invasion de l'URSS, et le grand danger c'était l'URSS. Et à l'époque, donc Brzezinski, qui était donc lui à porter sa touche dans la théorie de Mackinder, il fallait à tout prix se focaliser sur la puissance russe, même si elle n'était, parce qu'il a écrit le Grand Échiquier en 1997. 97, hein, donc la 97. Russie était déjà bien descendue. Et donc c'est moins pour ça qu'on puisse dire. que c'est un grand monsieur, hein, c'est une grande référence pour nous les géopolitologues, mais on se moque un peu parce qu'en 97, je caricature à peine, dans son livre, il focalisait sur la Russie, alors qu'elle était exsangue en 97. Il y a au moins sur 150 pages, disons, il y avait 100 pages sur la Russie, il n'y avait que 3 pages sur la Chine. C'est pas très clairvoyant de sa part. Mais en tout cas, bon, et puis voilà, on sait pourquoi il focalisait sur la Russie, parce que c'est idéologique. Et il avait les origines polonaises, et on sait très bien que, voilà, à cause de ses origines polonaises, on sait très bien que les Polonais, légitimement, ont très peur des Russes, oui. parce que leurs ancêtres, lorsqu'ils voyaient arriver les Russes et les Cosaques, c'était pas pour faire du tourisme, on le sait. Loin de là. Donc voilà, il avait ce biais familial, traditionnel, historique, qui faussait ses analyses. Voilà, parce que par la suite, jusqu'à sa mort, jusqu'en 2018, il est mort en 2018, il focalisait toujours la Russie, c'est le vrai danger. Voilà. Et la politique de ces dernières années de l'administration Biden, c'était exactement la politique de Brzezinski. Pour affaiblir la Russie, il faut passer par l'Ukraine. C'est l'histoire là aussi. Tous les envahisseurs, Napoléon et Hitler, sont passés par l'Ukraine. C'est le cœur de l'Empire russe. Donc nous étions dans une politique brzezinskienne. Sauf qu'on oublie, c'est que au seuil de sa mort, Brzezinski avait reconnu en 2018 que peut-être on se trompait. Il y avait déjà depuis 2014, il avait un sursaut de réalisme, et il avait dit avec un peu d'humour, c'est peut-être mon ami, qui était son ami et rival de pensée, Kissinger, a raison, c'est peut-être pas la Russie le danger pour l'Amérique, c'est peut-être plus la Chine, et peut-être qu'on fait une erreur avec la Russie. Donc déjà lui-même avant sa mort, mais en tout cas nous étions restés sur cette politique brzezinskienne. Et Trump, avec les réalistes, donc ça c'est les idéologues, c'est le courant idéologique, et les idéalistes qui, eux, comme Kissinger lui-même, qui a dit en 2016 à Trump, ce que j'ai fait en 1970 pour contrer l'URSS... Kissinger, c'est un réaliste. C'est un réaliste, c'est le père des réalistes. Et Kissinger explique à Trump le monde, et il lui dit, le danger actuel, c'est la Chine. En 2049, il va être les patrons, et ils vont y arriver. Si nous faisons rien, ils vont y arriver. Donc il faut se focaliser sur la Chine, et pour cela, il faut s'appuyer sur la Russie, qui n'est pas un danger. Donc, il n'y a pas que Kissinger, tous les observateurs un peu sérieux. C'est un pays très affaibli, qui n'est pas une puissance industrielle voilà. comme la Chine s'est développée. Voilà, et qui n'est pas un danger commercial, voilà, c'est le principal danger. Et donc Kissinger explique cela, d'autant plus que c'est lui qui, à l'époque, en 70, a ouvert la Chine, parce que dans l'effet inverse, pour contrer l'URSS, il fallait s'appuyer sur la Chine. Il fallait juste regarder une carte. Il ne suffit pas de s'appeler Brzezinski ou Kissinger. Vous regardez une carte, c'est bien d'avoir, en cas de conflit avec l'URSS, d'avoir
la Chine avec soi. D'ailleurs, jusque dans les années 90, il y avait des bases secrètes dans le nord de la Chine, après l'ouverture en 1972 par Kissinger et Nixon de la Chine, qui était devenu un allié, qui avait enfoncé ce coin dans l'alliance communiste, qui était d'ailleurs un coup génial de la part de Kissinger. Et donc Kissinger explique cela à Trump en disant qu'il faut faire l'inverse à présent. Parce c'est la base de la stratégie de Kissinger. Pour l'hégémonie américaine, il faut toujours diviser Pékin de Moscou. Logique aussi, il faut juste regarder une carte. Et donc Trump veut, pour aller rapidement, Trump veut cesser cette guerre en Ukraine parce que ça a été une erreur à court terme, certes. C'est une petite victoire pour les Américains parce qu'ils sont arrivés à vassaliser encore plus l'Europe. Ils vendent leurs armes, ils ont revitalisé l'OTAN. Ils vendent leurs armes américaines. Ils vendent le gaz. Alors ça, c'est fabuleux. Le gaz de schiste américain. 3 fois, 4 fois plus cher, parce que nous n'avons plus le gaz russe d'ailleurs, donc quoique on en a encore un peu, mais bon, ne rentrons pas dans les détails. 3 fois, 4 fois plus cher du gaz de schiste que nous, Européens, nous interdisons d'exploiter sur notre territoire. Parfois, on croit vivre dans un asile. Et surtout, séparer la Russie de l'Europe. Voilà, ça c'était. Et c'est Brzezinski, c'est le courant, mais voilà, c'est le vieux logiciel de la guerre froide. Et ça, c'est une petite victoire à court terme. Mais à long terme, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette stratégie? Ils ont poussé les Russes dans les bras des Chinois. Et là, vous avez un bloc sino-russe. Voilà. Et à contre-cœur, on le sait, c'est historique, les Chinois et les Russes, c'est des constantes historiques. Il y a eu beaucoup de conflits entre les deux empires, notamment pour la Sibérie, qui est toujours d'actualité. J'ai d'ailleurs écrit, j'invite les auditeurs à lire mon dernier article là-dessus, avec le rapprochement russo-coréen qui inquiète Pékin. Déplaît à la Chine, oui, absolument. Donc voilà, c'est tout simple. Donc pour se concentrer contre la Chine, il faut arrêter cette guerre en Ukraine, qui est une absurdité au plan géopolitique. Pour les Américains, à long terme, et pour nous, je n'en parle même pas, parce que nous avons poussé les Russes dans les bras des Chinois. Et c'est une grave erreur. Nous, Européens aussi, parce que là aussi, c'est De Gaulle qui le disait, même Mitterrand l'a dit, l'Europe, c'est de Brest à la Vladivostok. Et ça, c'est le cauchemar des Américains. Voilà. Imaginons pas l'Europe d'aujourd'hui qui est moribonde, et je pense qu'elle a plus longtemps... Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je pense qu'elle ne peut pas durer comme ça, cette Europe-là, politique, l'Union européenne. Donc imaginons qu'une Europe des nations soit alliés, voire même tout simplement partenaires avec la Russie. Mais là, vous faites trembler les États-Unis et la Chine. C'est logique. Donc, c'était absurde pour nous de se mettre à dos la Russie. Et là, je fais une analyse froide, sans considération morale. La morale n'a pas sa place dans la géopolitique. Pour l'Ukraine, qui n'a aucun intérêt vital pour l'Europe. Au contraire. Ça risque quand même de lui coûter très cher. Parce que je reste réaliste pur, c'est cynique, je peux choquer certains autoritaires, mais concrètement, ça n'avait aucun intérêt pour l'Europe. Et on le voit, c'est complètement plus contre-productif qu'autre chose. Donc voilà, donc Trump, lui, pour le coup, c'est un vrai pragmatique, un vrai réaliste. Ça n'a pas d'intérêt pour moi que je dépense. Ils ont dépensé près de 150 milliards, je crois. J'ai pas les chiffres exacts des Américains pour le résultat qu'on va avoir en plus. Et surtout, il faut que je me rapproche de la Russie, que j'essaye de l'extirper des griffes russes, parce que la Russie se rapproche de la Chine, mais à contre-cœur, et en plus, elle s'aperçoit qu'elle se vassalise de plus en plus. Et ça ne lui plaît pas. La différence de puissance et de puissance économique est telle que... Et donc, c'est pour ça que les Russes sont très contents du retour de Trump. Ça leur permet d'avoir un levier diplomatique contre la Chine, et pas que la Russie. Parce que Trump, justement, dans cette stratégie-là, il va essayer d'extirper, je ne dis pas qu'il va y parvenir, d'extirper la Russie du giron chinois, mais aussi l'Inde. Hein. L'Inde, on en parlait tout à l'heure en aparté, l'Inde, le président Modi, pilier des BRICS, hein, on va y revenir, qui, dès la victoire de Trump, il n'a pas attendu l'officialisation des résultats, fait un tweet. Je félicite mon ami Donald Trump pour sa victoire historique. Et c'est sincère, Trump y a répondu dans les 5 minutes qui ont suivi. C'est sincère, mais c'est aussi un message adressé à la Chine. Parce que le Sud global, on évoqué tout à l'heure, il est très divisé. Et donc, l'objectif de Trump, ça va être de se concentrer sur la Chine. Et pourquoi pas faire éclater les BRICS. Et je reviens donc à votre question. L'Arabie Saoudite vient de rentrer dans les BRICS. Oui. Et là, il n'y a pas que l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui sont des alliés des Américains. Ils se disent là, avec Trump, c'est plus pareil. Parce qu'en plus, je pense qu'ils ne croyaient pas à la victoire de Trump. Ils se sont dit, on va voir, c'est le déclin de l'Empire américain, c'est le déclin de l'Occident, donc autant se retourner vers les Chinois et les Russes, surtout les Chinois. Et là, avec le retour de Trump, ils se disent, peut-être, et ça ne va pas durer que 4 ans.
parce qu'ils font le calcul, ils font tout ce calcul. Je parlais beaucoup avec des amis politiques arabes et des amis militaires qui font le calcul suivant, je l'ai écrit dans mon article, qui se disent, bon, Trump, en principe, il ne peut pas se représenter, parce qu'il a déjà eu 2 mandats, sauf scénario à la Roosevelt, que je crois peu probable. Mais vu la vague qu'il y a eu, et s'il réussit son pari, sa popularité sera telle que le dauphin qu'il aura choisi, quel qu'il soit, que ce soit Musk, son fils, sa fille, ou Vance, qui est brillantissime d'ailleurs, au passage, sera élu après Trump. Et et lui, il aura 2 mandats. Donc là, nous avons la même politique réaliste de Trump, la politique trumpiste ou trumpienne, comme on veut, qui va se perdurer jusqu'en 2032. Donc le calcul, il fait. Donc là, il va falloir recompter avec une Amérique qui peut-être revient en force. Alors, vous dites un élément très intéressant, c'est que en fait, Trump, d'après vous, veut faire éclater les BRICS. Ah, d'une manière ou d'une autre, oui. Alors, ça explique peut-être les sanctions qui sont prises à l'encontre de l'Afrique du Sud, qui ne bénéficieront plus de l'aide américaine. Absolument. Ah, c'est oui. encore sa stratégie du coup au portefeuille qui est toujours efficace. C'est l'efficacité la plus efficace dans tous les domaines. Alors, donc, on s'oriente, le moment venu, vers un accord s'agissant de l'Ukraine, qui n'adhérera pas à l'OTAN. Non, je pense que le deal, c'est ça. Non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Les Russes garderont les territoires conquis. L'Ukraine sera neutralisée. Et Par contre, nous, Européens, on risque de payer pour la reconstruction. C'est le risque... On payera pour la reconstruction, et d'autant plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, que déjà même avant l'arrivée de Trump, et ça va s'accentuer avec Trump, puisque là il a dit, vous allez me donner vos terres rares en échange. Oui, les terres rares, on a oublié de le dire. Tous les contrats de reconstruction ont été signés par des sociétés américaines. Ah oui, nous sommes déjà les dindons de la farce. Voilà. Donc on payera l'argent des Européens, des contribuables européens, paieront les sociétés américaines pour reconstruire l'Ukraine. Sachant que toute l'aide qu'on a donnée, en tout, ça fait 300 milliards. Je crois que les Européens sont aussi à 150 milliards, je crois. Nous, on ne va plus les revoir. Trump va les revoir d'une manière ou d'une autre. Il leur a dit, vous allez rendre l'argent qu'on vous a donné. Vous soulignez très bien, il y a l'affaire des terres rares. Hein. Voilà. Et alors là, donc, on retombe à nouveau sur la relation avec la Chine, parce que les terres rares, c'est essentiel dans cette compétition technique donc pour le numérique. Alors, s'agissant de la Chine, adversaire principal, rival, pas d'adversaire, rival principal des États-Unis. Alors, à ce sujet, j'ai un autre message du même auditeur. Alors, bon, je laisse à cet auditeur la responsabilité de son propos. Après que les Chinois ridiculisaient le projet de Trump et faire un peu gonfler la bulle Nvidia de 600 milliards en livrant sur le net un système d'intelligence artificielle gratuit ouvert, les Russes ont dévoilé la version d'export du Sukhoi 57. Alors, en effet, il y a ce fameux logiciel chinois d'intelligence artificielle, mais il faut rester prudent, je crois, parce que c'est DeepSeek, ça s'appelle. Alors bon, apparemment, il est peu coûteux et il aurait toutes les qualités, mais il faut voir l'usage derrière. Hein. C'est ça, et puis la bataille va être terrible, et on l'oublie, mais Trump a déjà signé 500 milliards de dollars dans la bataille. Quoi. Donc, parce que... ça va être une course à l'armement numérique. Oui. Alors là, il y a, je dirais, une course aussi à l'information, parce que, DeepSeek, on ne sait pas encore... Moi, je ne suis pas du tout un spécialité, mais on ne sait pas encore ce qu'il y a derrière. Moi non plus, on a vu déjà dans le passé... des annonces de ce type. Et puis on va être témoin une innovation, parce que les Chinois sont passés à l'innovation. C'est ça aussi le danger. Oui. C'est ça que les Américains, certains observateurs américains, le disaient clairement. On se focalise sur l'Ukraine alors que le danger c'est la Chine. La Chine est passée à l'innovation. Hein, donc elle est dans la copie. Donc on va avoir des épisodes comme ça durant les prochains mois, voire les prochaines années, avec une avancée chinoise ou une avancée américaine. Ça va être ça. Alors justement, je crois que c'est extrêmement important ce que vous dites. Alors, tout à l'heure, donc, nous parlions de l'amiral Mann, de la thalassocratie. Les Chinois, eux, contrairement aux États-Unis, même contrairement au Royaume-Uni et à la France, n'ont pas accès direct aux grands océans. Il y a cette barrière d'îles qui va des Ryukyu aux Philippines. Et il y a 2 détroits pour passer directement dans le Pacifique, c'est Miyako-Ibashi. Et puis, pour, je dirais, la route maritime vers l'Europe, c'est le détroit de Malacca. Donc, la Chine est quelque peu enclavée. Et c'est pour ça qu'elle a développé ses routes de la soie aussi,
Les Alors, autres on routes va de la revenir soie. sur les routes de la soie, d'ailleurs. Alors, s'agissant donc de ces routes maritimes, les Chinois ont pris le contrôle de la mer de Chine, hein. Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments dans mes questions. D'abord, savoir, aujourd'hui, on parle beaucoup de Taïwan, d'une éventuelle reconquête ou de conquête militaire de Taïwan par la Chine. Alors, vous nous avez très bien démontré qu'il y a une compétition technique énorme entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que la Chine, à ce moment-là, a intérêt à se lancer dans un conflit militaire avec Taïwan, vu la possibilité des sanctions américaines Non. et vu, je dirais, les objectifs économiques et techniques de la Chine? À l'heure actuelle, et je le dis depuis 5 ans aux journalistes qui à chaque fois viennent m'interviewer, espérant avoir un retour sensationnel lorsqu'il y a les tensions autour de Taïwan, la Chine ne peut pas entreprendre un conflit direct aujourd'hui avec les États-Unis. Pour 3 raisons. Déjà pour l'élément maritime, au niveau militaire. Alors certes, le Pentagone a sorti une note il y a 2 ans sur le fait que les bâtiments que la marine chinoise avait été sur le point de dépasser en nombre de tonnages et de bâtiments la marine américaine. Certes, mais elle n'est pas encore le niveau technologique de la marine américaine. C'est le gros problème. Le tonnage et il y a la qualité des C'est bâtiments. ça. Ensuite, la mère de toutes les batailles, on va dire, maritimes, c'est le porte-avions. Les Américains ont 11 porte-avions nucléaires, les Chinois en ont que 4. Alors certes... Qui ne sont pas nucléaires. Hein. En plus, et certes... Alors peut-être le dernier le sera, oui, mais... Oui, et ils essaient d'en construire un par an. Certes. Oui. Donc ils savent déjà qu'ils ont un déficit par rapport à l'armée. Un par an, d'ailleurs, ça me paraît beaucoup. Ils ont les moyens. C'est vrai que les derniers, ils ont été construits très rapidement. Mais en tout cas, voilà, au niveau militaire, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'engager dans un conflit direct pour l'instant avec les États-Unis. Ils n'ont pas d'espérance de guerre. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas fait de guerre en plus, même s'ils ont le budget. Regardez le budget de la défense américaine qui est le plus fort, c'est 917 milliards. 917 milliards. Le deuxième, c'est la Chine avec 250, peut-être 300 milliards. Ils sont très loin. Et même les 10 suivants, même si on les additionne, ils n'arrivent pas au budget. Donc là, il y a quand même encore une suprématie militaire américaine incontestable. Et puis, il y a un truc tout simple, c'est la réserve stratégique. La Chine, les Américains, ils ont 6 mois de réserve stratégique. La réserve stratégique, pour nos auditeurs qui ne le savent pas, c'est la réserve de pétrole, de carburant en cas de crise grave, en cas de non-approvisionnement. C'est-à-dire le temps, la quantité de pétrole qui reste en temps pour un État lorsqu'il y a une crise grave et qu'il n'y a pas d'approvisionnement, c'est 6 mois pour les États-Unis. C'est-à-dire les États-Unis peuvent faire une guerre, voire peut-être même 2, certains spécialistes disent, pendant 6 mois sans approvisionnement. Ce sont des producteurs de pétrole. Les Chinois en sont très loin. Alors, on n'a plus les chiffres, parce qu'il y a la propagande autour de ça, parce que c'est éminemment stratégique. Mais il y a quelques années, c'est 7 jours la réserve stratégique chinoise. Ils n'ont pas de carburant. C'est pour ça qu'ils achètent beaucoup au Moyen-Orient. Mais tout ce qu'ils achètent, ils le brûlent. Voilà, dans leurs usines, au niveau civil. Donc, ça va très vite. Donc, pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas... ils ont beaucoup de charbon, ils ont beaucoup de terres rares. D'ailleurs, il y a un nouveau gisement immense de terres rares qui a été trouvé sur leur territoire, mais ils n'ont pas de pétrole. Et ça, encore aujourd'hui, le pétrole, les chars, ils ne sont pas à vent ni électriques, ils sont au pétrole. Est-ce qu'il n'y a pas, merci beaucoup d'ailleurs pour toutes ces explications qui sont essentielles. Alors, est-ce qu'il n'y a pas 2 autres éléments qui laisseraient penser que la Chine n'est pas prête à s'engager dans un conflit militaire? D'abord, la démographie. Le taux de fécondité des Chinoises, c'est 1,1 enfant par femme. Et c'est un peuple qui vieillit. Et quand un peuple vieillit, il n'est pas tellement incité au bellicisme. Et d'autre part, mais ça, je ne connais pas la Chine, une grande partie ou une partie non négligeable de la population chinoise connaît le confort de la modernité qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Et est-ce qu'une population, dans cet état d'esprit, est encline, justement... quels que soient ses dirigeants, à se lancer dans des aventures militaires? Oui, vous avez tout à fait raison. Lorsqu'on étudie justement l'histoire des guerres, il faut toujours étudier tous les facteurs historiques et la psychologie aussi, que vous soulignez très bien. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Et puis, c'est pas dans la tradition chinoise. Ces dernières années, ils avaient misé sur la victoire sans conflit. C'est Sun Tzu, celui qui est le plus grand général, et celui qui gagne la guerre sans avoir commencé la bataille. Et c'est exactement ce qui se produisait en Ukraine. Parce que l'on oublie... je l'ai toujours dit, maintenant
maintenant, c'est remis en cause par l'arrivée de Trump. Mais je l'ai écrit dès le début, je crois, les premiers jours après, les seuls grands gagnants de ce conflit, ça va être les Chinois. On l'oubliait. Parce que lorsque vous êtes le Chinois, parce que là, on bascule, on a vu du côté du prisme américain, mais on peut basculer du prisme des stratèges chinois. Vous êtes Chinois, vous voyez les Russes et les Américains et les Européens, les trois autres blocs concurrents de puissance potentielle, s'affaiblir, s'entretuer, se ruiner dans ce conflit en Ukraine. Vous ne pouviez que vous frotter les mains, quoi. Allez-y, les gars. Voilà. Oui. Donc maintenant, c'est remis en cause par l'arrivée de Trump, on l'a dit. Mais donc voilà, il y a aussi ce côté sociétal, psychologique, je dirais même, savoir si les Chinois, puis il va falloir remobiliser. Alors ils essayent, avec Taïwan, le nationalisme chinois est toujours aussi fort. De là à verser dans le conflit. En tout cas, ils sont très inquiets. Je vous le disais en aparté. Ils ont très peur de l'élection de Trump. Donc c'est significatif, on se moque beaucoup de Trump, mais c'est quand même important de comprendre, d'après plusieurs témoignages que j'ai avec certains Chinois, dont certains de mes étudiants dont les parents sont très bien placés, ils m'ont avoué que les Chinois avaient peur de l'arrivée de Trump. Donc c'est pas anodin, c'est pas aussi... nous, en Europe, on se moque beaucoup de Trump, on le critique, mais les Russes et les Chinois, les Indiens ne rigolent pas du tout et ils surveillent tout ça de très près et ils savent, eux, ils ont compris que c'est une révolution importante qui est en train de se produire sous leurs yeux. Alors, un nouveau message d'auditeur, et je l'en remercie, toujours le même auditeur, je l'en remercie beaucoup. Alors, on ne va pas avoir le temps de lire tout le message. Alors, il nous écrit « Ne faut-il pas rester logique plutôt que d'appliquer des grilles de lecture surannées ?» Alors, tout à l'heure, nous parlions de Mackinder. Et donc, la grande peur de Mackinder, c'est justement que se développe cette Eurasie avec l'avènement du chemin de fer. Et Mahan parlait en effet des routes maritimes. Alors aujourd'hui, les Chinois développent ce projet des nouvelles routes de la soie qui a quand même, pour l'instant, il y a un certain nombre de réalisations. Et par ailleurs, ils utilisent les voies maritimes. Or, au temps de Mackinder, il n'existait pas des navires de la portée, si j'ose dire, des porte-conteneurs modernes. Et lorsque l'on observe, on sait qu'il faudrait parfois des centaines de trains pour transporter les conteneurs qui sont sur un seul navire. Et donc, on voit se multiplier les projets donc, de routes à travers cet immense bloc eurasiatique, est-ouest. Il y a l'affaire Panama aussi. Oui, il y a l'affaire Panama, nord-sud. Mais est-ce que finalement, avec le développement de navires de très grand tonnage, est-ce que ces projets de nouvelles routes de la soie et autres ont un avenir tel qu'ils pourraient rivaliser avec les routes maritimes ? J'espère que je me fais comprendre. Oui, mais déjà, dans les routes de la soie, il y en a au moins 3 ou 4, si ma mémoire est bonne, qui sont des routes maritimes déjà. Oui, donc, ça compte, la voilà. route de la soie maritime. Mais celle qui traverse l'Eurasie, sachant qu'il y a des ruptures de charge, puisque les écartements de... En tout cas, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je ne sais pas si ça pourrait rivaliser complètement les routes maritimes. Mais en tout cas, si les Chinois misent sur ces projets, c'est que ça rapporterait beaucoup. Oui. Et c'est que c'est très important pour eux. Voilà. Maintenant, ça reste à savoir si ça va se réaliser. Parce que là, encore une fois, nous sommes dans l'incertitude totale. On ne sait pas du tout. Pour eux, c'était acquis. Ça allait se dérouler. Ils pouvaient jouer leur papier à musique tranquillement s'il y avait encore une administration démocrate au pouvoir à Washington, mais c'est plus le cas. Donc on va voir si ça va se réaliser. Mais en tout cas, le projet n'est pas mis. Ah oui, il est toujours d'actualité. Et justement, ils cherchent, même par le Nord, avec justement la Russie. S'ils perdent le partenariat avec la Russie, ils ont prévu déjà, il y a des routes de contournement par le sud de la Russie, en passant par l'Ouzbékistan. C'est ça, et puis aussi par le Nord, avec le pôle Nord qui se déglace. C'est une nouvelle route pour la Russie. Et c'est pas étonnant, encore une fois, que Trump ait parlé du Groenland, du Canada et du Panama, parce que c'est exactement le sujet que vous abordez, c'est les sujets de routes maritimes qui sont éminemment stratégiques pour les États-Unis. Alors, malheureusement, il nous reste que 3 minutes à peu près. Alors, la dernière question que je vais vous poser, elle nous concerne, nous, directement. C'est la politique étrangère de la France. Dans les années 60, nous avions connu une politique étrangère active et dynamique.
aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'en est-il de la position de la France? Je suis un peu triste de poser cette question, mais après cette revue mondiale, la France qui est quand même membre permanent du Conseil de sécurité, nous, ne l'oublions pas, où en est-elle dans cette... Moi, je suis aussi triste de vous répondre. C'est consternant. Que vous dire? Nous sommes hors jeu nous sommes hors jeu en Afrique, nous sommes hors jeu au Moyen-Orient, nous sommes obligés d'inviter Joulani à Paris, ce qui est complètement consternant. Nous sommes complètement hors jeu dans le conflit israélo-palestinien et et entre Israël et l'Iran. En Ukraine, nous le voyons, nous sommes les plus belliqueux alors que nous aurions pu arrêter la guerre. Monsieur le président français aurait pu rentrer dans l'histoire parce qu'il avait les capacités d'arrêter le conflit dès les premières semaines lorsqu'il pouvait parler à Poutine, parce que membre de l'OTAN, c'était une des premières demandes officielle des Russes, c'est que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN, et la France aurait pu, par la voix de son président, dire: nous sommes membres de l'OTAN, nous nous opposons à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, et à partir de là, on pouvait négocier. Et il a arrêté le conflit et il est rentré dans l'histoire. Mais voilà, n'est pas De Gaulle qui veut ou qui peut. C'est quand même pathétique. On connaît, mis à part la période de la Seconde Guerre mondiale, un repli comme on n'en a jamais connu plusieurs siècles, puisque nous avons perdu toutes nos positions en Afrique, ou presque toutes. Absolument. Nous sommes encore à Djibouti, mais bon. C'est dommage parce que nous avons encore des atouts. Nous avons notre ZEE qui est la plus grande. Voilà, on se focalise sur la Russie, alors que pour nous, il n'y a pas de. Alors, oui, nous avons créé un nouvel ennemi. Nous n'avions pas besoin de ça, mais nous avons l'islamisme, le terrorisme islamisme, et notre ZEE dans le Pacifique. Qui c'est qui lorne dessus? C'est pas les Russes, c'est les Chinois. Oui, absolument. C'est les Chinois qui financent les groupes indépendantistes. Les Néo-Zélandais savent bien. Oui, c'est les Chinois qui financent, et ça, c'est de l'autorité publique, qui financent les organisations indépendantistes à Nouvelle-Calédonie, par exemple. Et tous les jours, nos marins rappellent à l'ordre les bâtiments chinois qui naviguent un peu trop près de nos côtes, parce qu'il y a beaucoup de ressources. Et un jour ou l'autre, lorsque la Chine peut-être pourra faire des conflits, qu'elle pourra faire des guerres, peut-être qu'elle pourra intervenir de manière beaucoup moins subtile qu'aujourd'hui, de manière violente, sur des territoires français, dans ces zones-là. Et comment nous réagirons? Merci Roland Lombardi, puisque nous arrivons au terme de cette émission. Alors je rappelle que vous êtes le directeur de la publication du site d'information lediplomate.media, et nous avons beaucoup parlé des articles qui sont publiés sur ce site, et j'invite nos auditeurs à le consulter quotidiennement, puisque c'est tout quotidien. Les modifications, les nouveaux articles sont quotidiens. Alors je rappelle que vous avez aussi... Et entièrement gratuit. Et entièrement gratuit, en effet. D'un accès libre, donc. Et je rappelle que vous avez écrit, en effet, Abdel Fattah al-Sisi, le Bonaparte égyptien, sommes-nous arrivés à la fin de l'histoire, Poutine d'Arabie, les 30 Glorieuses, publié chez VA Éditions. Alors, chers auditeurs, ce libre journal sera rediffusé dimanche 16 février à 21h30. D'ici là, vous pourrez le réécouter, ou après le dimanche, vous pourrez le réécouter sur le site de la radio, ou le télécharger si vous êtes adhérent à l'association. C'est pour ça que nous vous invitons vivement à adhérer à Radio Courtoisie, parce que c'est ce qui nous fait vivre. Alors donc, je vous remercie une nouvelle fois, Roland Lombardi, pour votre présence. Je remercie Stéphane pour la réalisation de cette émission. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous donne rendez-vous à notre prochain Libre Journal, le 13 mars 2025. Bonsoir.